Yeah. Bienvenue dans The Doc House, vous êtes avec Doc Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui, on reçoit un invité de marque. J'ai nommé Popa Project. Popa, sois le bienvenu dans l'émission The Doc House, c'est un plaisir de te recevoir. Enchanté. Merci pour l'invitation. Non, mais c'est la moindre des choses, vraiment. J'ai pas forcément eu le temps de te le dire parce qu'on se connaît pas forcément personnellement. Mais voilà, t'as quelqu'un que je suis depuis beaucoup d'années à travers la Mafia Qu'un Free, bien évidemment, et à travers ta marque African Armure. Donc, on va parler de tout ça. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux éventuellement te présenter brièvement à ta façon pour les gens qui ne te connaîtraient pas, éventuellement? Je t'en prie. Yep, pour tout le monde, pour tous les auditeurs. Yeah. Popa, sur le nom de Moussa Dabo, administrativement pour les parents, surnommé Papou par la maman, qui est resté à mon nom de rue. J'ai grandi dans le 9-4, Ivry-sur-Seine, avec beaucoup de familiarité, de famille, d'amis, entre Ivry, Vitry et Choisy. J'étais à l'école, on a tous grandi ensemble, quoi. Ok, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. J'ai mon parcours de jeune de quartier, qui un jour découvre le rap, le son, découvre la musique. On crée un collectif qui s'appelle Mafia Qu'un Free. Exact, on va en parler, évidemment. Et ça se développe au fur et à mesure des années, ça passe, on est complètement dans cette ébullition de hip-hop, de musique fermée entre tous les mecs qui se reconnaissent dans ce domaine. Au bout d'un moment, ça pète, 99, 2000, on explose et moi je suis introverti. Donc je rappe, on parle de plus en plus, en tout cas des peu de textes que je fais, je me sens pas à l'aise, je cherche toujours ma place et de là je me dis que je vais gérer le game, quoi. Ok, et bah écoute, on va développer tout ça ensemble dans la chronologie comme d'habitude. Donc avant qu'on parle justement du rap en lui-même, est-ce que dans ton enfance, il y avait déjà un style musical ou plusieurs styles musicaux qui t'ont marqué, vraiment dans ton enfance, dans ta jeunesse, avant que le rap arrive dans ta vie, je veux dire? On est marqué par la musique de nos parents. Okay. On est marqué par la musique de là où on va en vacances. Okay. Moi, j'allais en vacances en Afrique de l'Ouest. Donc, Okay. la musique mes premières musiques, c'est la musique malienne, la musique sénégalaise, la rumba africaine. Okay. Tu vois, les moments de fête, etc. Ça, c'est nos musiques d'enfance. D'accord. En parallèle, on est pris par Michael Jackson. Bien sûr. Excuse-moi, Popa, t'es de quelle année? Juste qu'on se situe. Je suis de 74. D'accord, voilà. Donc, voilà, que les gens se situent. Vas-y, je t'en prie, continue. Du coup, nous, on est à la fin de tout ce qui est Bob Marley, mais en même temps, ils sont extrêmement présents. C'est la fin de la funk. On connaît, mais on connaît pas vraiment. On n'est pas vraiment dedans, mais en même temps, c'est la musique qui nous ressemble le plus, mais on se l'est pas approprié. Moi, je suis trop jeune à l'époque. Tu vois, je suis pas du tout dedans. Oui, c'était dans l'époque, quoi. Ouais, c'était voilà, la musique de l'époque. On a écouté un peu de Goldman, rarement. J'ai pas une super culture de variété française, mais c'était très présent quand même. Et après, c'était, je pense que le reste de la sonorité, c'était, nous, c'était, les grands écoutaient du Cameo, du Kool and the Gang, tu vois, donc c'est important de le dire, ça, c'est vrai. On était un peu là, tu vois, ok, d'accord, c'est sympa, bon, ouais, c'est cool, on va suivre. On est dans une forte communauté dans le 9-4 qui est très mixte, donc on a aussi toute la communauté caribéenne. Exact. Donc on était autant touchés par le zouk, par toutes ces musiques, tu vois. C'était la grande époque du zouk en plus. C'était un bon moment pour le zouk, pas que le zouk, il y avait tout ce qui était jamaïcain, tu sais. Oui, les trucs haïtiens les grands, aussi. ils avaient les Ragadab Force, tu vois, il y avait des trucs je suis dans une banlieue qui était très musique quand même, tu vois. C'est vrai, parce que toi, excuse-moi, Popa, toi, t'es arrivé quand à Ivry-sur-Seine exactement, à peu près? Moi, je suis né à Vitry, j'ai déménagé petit à Ivry. D'accord, donc t'as toujours vécu à Ivry. Je suis né vraiment dans Paris, mais enfant, j'étais à Vitry, mais je suis parti très tôt sur Ivry. Moi, je suis un Ivrien, t'as vu. Ok, d'accord. Après, j'étais à l'école sur Vitry, tout ça, mais je suis là, quoi. D'accord. Je suis dans mon environnement. Et bah, du coup, ça m'amène à te parler du hip-hop, du coup. À quel moment, dans tes souvenirs, à quel moment, voilà, ton premier truc qui te fait kiffer? Et quand je dis hip-hop, je parle pas forcément que du rap, hein, que ce soit la danse aussi, tu vois, tout ce truc-là. À quel moment ça te frappe? Je t'en prie, Popa. C'est assez clair, c'est ce qui a généré toute ma vie après, t'as vu? Ok. C'est ce qui génère complètement ma passion. Moi, le hip-hop, je l'ai découvert avec Rakim, Eric B. Rakim. Ok. Comment tu découvres ce groupe-là? À la télé, je sais pas, il y avait 3 chaînes.
Il y avait un mec qui est arrivé, un Renoir, il est arrivé, il avait une chaîne en or, il était frais, il avait une casquette, une Klingon. J'ai dit putain, c'est rare de voir un Renoir qui a du flow, je veux le flow. C'est vrai que les sapes à l'époque, c'était quelque chose. C'est vrai c'était inconnu pour nous, c'était pas notre. Avant ça, l'image, je crois qu'il n'y a pas grand monde, hein. Dans le foot, il n'y a pas grand monde. On a Jean Tigana, il n'y a pas grand monde. Dans la musique, il n'y a pas grand monde. Les démons de minuit, il n'y a pas de gars, t'as vu, il n'y a rien. Il n'y a pas de référence. Mais nous, on est des enfants de ça. Donc on grandit sans référence. On grandit comme tous ces enfants qui grandissent comme ça. Et tout d'un coup, il y a un mec qui se pointe, qui est pas Malcolm X, c'est pas Martin Luther King, qui est pas une figure politique, mais il y a un mec qui vient et qui talk sur de la musique. Ouais, et qui le fait bien. En et plus, qui le fait bien. Et en parallèle, on a des grands comme Lionel D, RIP, comment dire, tout à fait, paix à son âme. Bien sûr. Et qui nous a ramené aussi la radio. Et c'est de là qu'on a découvert avec Dynasty pas mal de sons sur Nova. C'est ça, l'émission Dynastyle. Dynastyle. Donc moi je suis encore très jeune. Donc c'est là qu'on découvre tous les groupes qui se créent dans le 9-4. Aussi les autres qui se créent ailleurs. Mais on n'est pas encore... on est plus qu'un riz quand même, tu vois. Oui, ok. Oui, c'est les débuts, c'est normal, c'est le début du rap en français. C'est bien en français, mais ça rime pas comme les ricains. Ouais, c'est normal, de toute façon, les quinris, c'est les maîtres, hein, en la matière, on va pas se mentir, hein, ça c'est quelque chose. Et du coup, tu parlais donc des artistes du Dynastyle, du 9-4, c'est vrai que, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui le savent pas, mais il y avait beaucoup, parmi les premiers rappeurs qui venaient de Vitry, de tous ces coins-là. Tu as cité Lionel D, il y a Intimidé sans complexe, tout ça. Toi, comment tu les as abordés, ces groupes-là? Tu les voyais comment, tous ces, même JM et tout ça C'était des figures. C'était des figures. Dans le quartier, c'est quoi bon, à notre époque, on connaît les bêtises habituelles. Après, le hip-hop, on le découvre de manière... je te dirais hyper... on découvre pas les grands, on les connaît. Mais on ne sait pas qui rappe forcément. D'accord. Moi, dans mes souvenirs, je te dirais que je découvre déjà les graffeurs, les taggers qui cartonnaient, qui salissaient tous les coins, c'est archi marrant. Et bon, il y a cette culture du tag. En même temps, il y avait la culture de la danse. C'est ça. Tu vois, la culture des DJ. Ouais. Et après, la culture du MC, la culture du rap. Donc, tu vois, notre progression artistique, pour notre génération, elle est magnifique. Elle s'est bien située, elle s'est fait progressivement. Les grands, eux, ça a dû être un impact. Et ils sont passés d'un coq à l'âne. Nous, on a eu le temps de regarder ce qui se faisait, de les voir grandir, de les observer. C'est vrai. Et tu vois, on prenait le truc, quoi. Mais on était vraiment NWA, on était vraiment Boogie Down Production. Ok. Public Enemy, tout ça, les trucs. Voilà, Public Enemy, ils ont fait mon éducation. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que Public Enemy a vraiment plus marqué que n'importe quel autre groupe. J'ai l'impression, en tout cas. C'est une impression. Je les mettrais dans mon top 5, mais ils n'étaient pas seuls. Il y a eu une déferlante. 90, c'est une déferlante. Avant 90, nous, on est là, on connaît, on va en arrière. Quand moi j'arrive, on découvre, nous, nos artistes de notre génération. Les plus vieux, c'est les Rakim, mais ils sont en fin de vie. Les Run DMC sont en fin de vie. Yes. Nous, on arrive, moi je suis de la génération Nas, Queensbridge, Capone et Noriega. Nous, c'est Wu-Tang. Mais au fur et à mesure qu'on aime, qu'on découvre, comme on est passionné, on revient aussi dans les années 80. C'est ça. Et parce qu'on s'échange tout. Et ça a créé qu'on a créé notre son, on a plutôt créé notre passion de la musique comme ça. Et tous les foyers ont explosé dans toutes les banlieues, dans toutes les villes, en Belgique, en Suisse. Donc ça devenait ouf, quoi. Et du coup, à quel moment, toi, tu vas te mettre à rapper? On va être amené à parler de la Mafia Quinfri, de tout cet entourage. Alors peut-être que là, tu vas me répondre par rapport à ça aussi dans cette question. À quel moment tu commences à écrire tes premiers textes et à te mettre à rapper? Moi, tard. Ok. Beaucoup plus tard que les autres. Beaucoup plus tard. Tu rencontres déjà l'entourage de la Mafia Quinfri avant de... On a amis, je suis Jason, c'est mon gars. D'accord. C'est Jason, on est à la même école. C'est Manu Kay qui me nomme Project de Popa. Ok, d'accord. Pourquoi il t'a appelé Project Parce que si j'ai commencé à rapper tard, c'est que j'étais tout le temps dans les projets. T'as vu, moi, la rue, il y avait une forme d'importance, tu vois, c'était positivement une forme d'importance, j'étais chaud. J'étais chaud. Tu vois, je suis toujours chaud, mais tu vois, quand t'es jeune, t'es vraiment chaud. Tu vois, t'es chaud parce qu'il faut t'en sortir, t'es chaud pour faire de l'argent. Et sauf que nous, on commence à avoir des tics d'exemple. Tu vois. Donc oui, moi, pendant que les mecs ils commençaient à faire des flows, à rapper, on va dire dans les blocs,
Moi, je préfère aller à New York, acheter de la sape en gros, venir tout revendre à Paname, parce que je savais déjà comment on fait du genre ou des trucs comme ça, tu vois. C'est ça, sans être négatif. Non, mais... J'étais bien un bon project, et en même temps, je pensais rap. Donc, je fais partie... Sinon, on se dit hustler, sinon, on se dit street. Nous, notre street, elle a changé par rapport à nos grands. Nous, on est arrivé dans un game où on s'est mis à faire du business, mais avec une mentalité de peur, avec une mentalité de hip-hop plutôt que de rap. Je vois ce que tu veux dire. On a capté comment les Quinri faisaient de l'oseille, tu vois. Donc, il y avait le vêtement, il y avait ceci, il y avait des trucs. Donc, avant bien le rap, je vois ce que tu veux dire. Ça bougeait. T'as vu, on allait voir les mecs à Ticaret, comment ils ont fait leur boutique, quoi. Ils ont ramené des Kangol, c'est comment, mais qui va à New York, qui fait quoi, tu vois. D'accord. Comment on va faire de l'oseille. Tu ok. vois, Donc c'est ça qui t'a donné vraiment envie donc de t'intéresser aux vêtements, on va dire. Non, rien à voir. C'est vraiment... à l'époque, je sais pas, ça aurait été Fidel Castro qui aurait mis à la mode les cigares, frère, on s'aurait mis dans le cigare. D'accord, ok. Oui, je vois. Mais c'est affilié au hip-hop, quoi. C'est vraiment affilié, le hip-hop qui a fait que... Les gens, ils vont dire que c'était mieux avant. En fait, c'est jamais mieux avant, mais c'est mieux ton époque. Je vois ce que tu veux dire. Bah oui, mais c'est ça. 16, 17, 18, c'est la meilleure époque pour toute personne, j'imagine. 16, 18, moi, je tombe... Il y a du peur qui arrive. C'est ça. Il y a des trucs qui arrivent, ça bouge dans tous les pays. Et les gens, paf, 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 paf. Donc, on y va. Okay. C'est ce qui m'a permis de voyager, c'est ce qui m'a permis d'aller au Festival de Londres. Parce qu'il y avait peut-être Busta Rhymes qui faisait un concert là-bas. Ah ouais. Donc, on a dit, ouais, on va aller à Londres. C'est la première fois que j'ai mis mon pied à Londres. Après, tu fais des potes à Londres qui sont dans le hip-hop, qui font des trucs, tu vois. Non, bah, tu vois, non, mais c'est ça, de fil en aiguille. Non, mais c'est lourd, en tout cas. Et du coup, donc... Tu m'as parlé un peu de ton amour, entre guillemets, des vêtements à travers le hip-hop, bien évidemment. À quel moment tu décides de créer la marque African Armure ? C'est 99. Ok. 99-2000, parce qu'on a commencé à rapper. Moi, j'ai commencé à faire mes sons. Pour les timides sans complexe, Doudou, c'est mon cousin. C'est mon grand cousin. D'accord, donc ok. Ça reste un modèle, un très grand exemple pour moi. C'est quelqu'un que je me dis, merde, il a fait un truc de fou, là, tu vois. Et donc je l'observe aussi sur le côté avec tous les autres grands, etc. D'accord. Il y a aussi Sulibi qui crée le Mafia Underground. Oui, Mafia Underground. Ouais, Moi, dans ma classe, il y a des membres de Mafia Underground. Tu sais, on était dans une... Nous, c'était Chicago, notre époque. C'était, tu vois, il y avait des crews dans la même classe. Donc, s'il y avait des embrouilles, c'était dans la même classe qu'il fallait, tu vois, c'était pas besoin d'aller très loin, ou, tu vois. Et il y avait aussi les identités en fonction des quartiers. Donc, moi, j'avais un de mes gars qui était de la Mafia Underground. Moi, j'étais proche Mafia Quinfri. Okay. En même temps, il y avait des mecs de Mafia Tressé du 13e. C'est vrai. Tu vois, c'était... C'est vrai tout ça. Il y avait beaucoup de stimulation. Donc, tu vois, c'est vraiment devenu naturellement par rapport à tous les gens qui nous entouraient. Et le vêtement, c'est 99. Avant rap, on va en parler, bien sûr. J'ai une maman qui comprend pas cette musique, qui voit très mal le rap. On se connaît pas. C'est pas comme aujourd'hui, on nous surveille, on nous analyse, on nous dit, oh tiens, lui, il a des problèmes. Tu vois, moi, on n'a pas détecté que j'étais assez introverti, voire timide. Mais comme en même temps, je connais mes objectifs et je sais ce que je veux. Okay. Et j'ai grandi avec les bagarres. Donc moi, si je te dis que je suis timide, bah tu vas pas me croire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc j'avais quand même un problème. Parce qu'on parlait de plus en plus de l'équipe, de manière générale. Il y avait nos leaderships avec Idéal J, Manu Kay. On commençait à parler de nous, moi aussi. Mais plus ça allait, moi, je me disais, oh là là, parce que je faisais beaucoup d'activités. D'accord. Donc j'avais une forme de peur, je veux pas être dans les M6 qui vont dire ce qu'ils font, t'as vu? Ok, je vois ce que tu veux dire. Okay. Voilà. Donc j'avais une frayeur, j'étais pas bien. Et à un moment donné, il y a Vrung, la marque Vrung, que je dédicace, qui sont des grands pour moi, qui ont été une forme de mentor. Qui c'est qui a créé cette marque Vrung, c'est des taggers du 9-2. Avec Crise et Romain. Après, ils sont une équipe, Saher. Il y a toute une équipe autour d'eux. Mortel. Et eux, à l'époque, Idéal J, ça pète. Différents types, ils ont déjà sorti des albums. 113, il y a Tête Brûlée qui brûle, t'as vu, qui commence à fracasser le game. T'as Rof, Carlito, OGB, qui tout le monde commence à vraiment stimuler le truc. Et là, t'as Vrung qui sponsorise Idéal J. D'accord. Nous, on est la, comment dire, on est la marmaille, là, tu sais, on est tout ce qui gravite autour d'Idéal J. Oui, bien sûr. Qui s'appelle à ce moment-là Mafia Quinfri, mais à la base, on était déjà là, tu vois. Et ouais, Idéal J voulait sponsoriser, et nous.
Ouais, nous aussi on veut des sapes et tout. Non, c'est que pour aider Algie. Non, ça se passe pas comme ça. Donc ils ont commencé à nous donner des vêtements parce qu'ils ont joué le jeu aussi. Et c'était difficile pour eux économiquement, mais nous à l'époque on savait pas. Sauf que moi j'ai un vrai sens du business. En tout cas, je suis déjà à l'affût. Comment je vais personnellement avancer. Là, j'ai toute une équipe, comment on va avancer ensemble. C'est ça. Il se passe beaucoup de choses en même temps, tu vois. Ça fait partie de... On était déjà des multicasquettes sans s'en rendre compte, tu vois. Et là, je dis, putain, comment je vais faire? Ma maman, elle veut pas que je rappe. En même temps, il faut que je sois avec eux, je veux être là. T'étais entre deux trucs, quoi. J'écris, mais lui, il me connaît, il sait ce que je fais. Je veux pas rapper devant lui. T'as vu des trucs bêtes. Okay. Et l'autre, ils veulent nous sponsoriser une fois, d'autres, ils veulent nous sponsoriser. Je fais, ils sont ouf, eux. En vérité, ils veulent nous habiller, ils vont faire de la pub sur nous. Gros, on va créer notre marque. Ok. Et en fait, le game, il est à nous. Ok. Là, on a une possibilité, on a une chance. C'est important. Moi, de mon côté, je veux faire en sorte que toute notre équipe, on le maîtrise. Les autres, ils avaient pris de l'avance dans le son. Moi, qui avais mes problématiques internes, que je discutais beaucoup avec des mecs comme Moko, le Rimka. Le 113 est très important dans ton histoire. Dans mon histoire. Et on a gravité beaucoup à 4, à 3, à 2, tu vois. Carlito aussi, OG aussi. Ouais. C'était vraiment stimulant. Et j'avais cette problématique, j'étais gêné. Et le vêtement, ça m'a paru évident. Parce que je peux rapper à travers le vêtement. Les premiers t-shirts, il y avait beaucoup de textes. Oui, il y avait plein de trucs. C'est moi qui écrivais mes trucs. J'étais pas bon en marketing. Non, mais le truc, il fonctionnait quand même, tu vois. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, je peux être là, je peux être méga, je peux être avec mon équipe, on peut travailler, on est en studio, on peut faire mes trucs. Et moi, je peux réfléchir vêtements au même moment. C'est ça. Et la plus grosse fierté, c'est d'avoir matérialisé ça, tu vois. C'est mortel. Et de me dire que je pouvais le faire et de l'avoir fait. En parallèle, j'ai donc créé, la première idée, c'était de récupérer le merchandising et créer la force de visuel. Moi, je tenterais à dire que Mafia Qu'un Free, c'est une marque, c'est un crew qui a explosé au niveau urbain. Ah oui. Et moi, j'ai ramené l'identité visuelle à ça. En fait, ça. Aujourd'hui, je peux te le dire avec du recul. Ah, mais on est là pour ça. Mais ce que j'ai fait, c'est en fait, j'ai visualisé. C'est pas moi qui ai créé le logo Mafia Qu'un Free. J'ai oublié le blast du graphiste. Pas de souci. Allez fouiner, vous pouvez retrouver sur Internet, je pense. Un mec de Vitry. Et en fait, moi, je l'ai visualisé réellement. Je suis passé du t-shirt au pull, au cuir. T'as vu, c'est ça. Le cuir, moi, je m'en souviens. Enfin, j'étais petit, mais je me souviens, le cuir avait beaucoup de succès. Jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde avait. Ah oui, ça de toute façon. Mais je m'en souviens, quoi. Tout le monde l'avait, quoi. C'était un truc de dingue. Et tout ça, c'est mon côté artistique, c'est le peura. J'ai pas été un génie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai juste été un mec qui était dans le coup, qui était à fond dans sa culture. Donc on a 4 cultures et le hip-hop est une de nos cultures, tu vois. Et j'étais à fond dedans. Et c'était évident. Les Quinry, les Dipset, ils ont des cuirs. Tu vois ce que je veux dire? Nas, il arrive, il dégomme tout, toi. Donc, comment ça, nous, on n'a pas notre cuir? Toi, c'est pas, j'ai réfléchi 10 ans. Non, mais c'est vrai. En plus, c'était une époque où il y avait beaucoup de marques. Tu sais, c'était la période où il y avait Come8, tu sais. Come8, ils sont arrivés avec la génération au-dessus de nous. Oui, c'est Joe Star. Nous, on est vraiment la deuxième vague. Bien sûr. Nous, on est arrivé avec Bullrot. Il y avait qui il y avait Bilal, les mecs de Bagneux. Il y avait pareil, il y avait Dia. Oui, Dia, bien sûr. Ernest, dans la même période ou pas très loin avant. Donc, toi, tous les quartiers se sont mis à... On a tous compris en même temps, tu vois. Parce que la musique nous ramenait ça, tu vois. Générationnellement, on a tous capté que, là, c'est pour nous. On a trouvé un espace où on pouvait s'infiltrer et créer notre univers. À la finale, il y en a qui ont créé des boutiques. Nous, on a créé des marques de vêtements. Et il y avait des mecs des quartiers qui créaient des boutiques. Ça se parle pas chinois. Ouais. Non, mais c'est une période importante. C'est vrai qu'il faut le dire. Et African Armure, du coup, tu me dis si je me trompe, c'est par rapport à un lyrics de Kerry James. C'est ça. Quand j'ai su ce que j'allais faire avec le développement Mafia Qu'un Free, l'argent c'est facile, c'est pas difficile. C'est difficile. Et c'est facile. Ça dépend des fois, quoi. C'est dans le sens l'utilisation, je parle. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire si tu veux faire une tasse, tu demandes le coût de la tasse, tu fais la tasse. Si tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu vas te chercher les moyens. Tu peux demander, tu peux aller travailler. Il y a 10 000 solutions. Mais c'est pas compliqué de réaliser. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui était difficile, ça a été de me dire, attends, je fais Mafia Qu'un Free. Mais moi, j'ai pas spécialement envie de beaucoup rapper. Si on s'arrête, si ça se limite,
qu'est-ce que je fais? Pour te dire que j'étais déjà loin, moi, dans mon game. C'était très sage pour l'âge que t'avais, parce que bon, t'étais pas non plus hyper âgé, voilà quoi, mais t'étais jeune, donc c'est vrai que c'est une sagesse de prévoir pour la suite. Quelle est ma carrière au sein de mon équipe? On a tous une carrière. Mais moi, je sais déjà d'avance, dans 10 piges, que je veux pas être ce rappeur. Parce que j'aime rapper, j'écris toujours dans mes textes, je fais plein de trucs, j'ai participé à plein de Ghost Rider, tu vois. On va en parler. Mais mon truc, c'est... mais j'ai pas cet ego d'être en avant. Je sais, mon ego, il est de réussir sans forcément être je suis là, t'as vu? D'accord. Parce que je veux dire, j'ai de l'ego. Je dis pas que j'en ai pas, mais il est pas placé en m'as-tu vu ou être forcément devant l'écran. Pour moi, à l'époque, il y avait quelqu'un comme Diamond Datch, qui était le bras droit de Jay-Z. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait des mecs comme ça, il y avait même Puff. Ouais. Comment il a créé son label, comment il est arrivé doucement, il a pété. On avait des business models sans s'en rendre compte devant nous et on a tout bouffé. Je suis pas tout seul, donc je préfère dire on. On a tout bouffé, après intelligemment ou pas. Pour moi, Sector A faisait la même chose avec leurs réflexions. Donc, c'est évident, quoi. Ok, c'est mortel, Popa, en tout cas. Du coup, on n'a pas encore parlé des morceaux que t'as fait, parce que... attends, 99, je t'en prie, Popa. Donc, je m'emporte là, c'est le passé. Y a pas de souci, on est là pour ça. Je fouille dans ma tête en même temps que tu me poses des questions, t'as vu? Je t'en prie. Et donc, African Armure, c'est dans la même année que Mafia qu'un Free. Je développe les deux en même temps. Quand je commence ma fabrication de l'un, je commence ma fabrication de l'autre. Ok, les deux, j'envoie en même temps. Mortel. Mais j'étais dans ma réflexion. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là où je suis en studio en train d'écrire. Et Kerry, il dit, j'endosse l'African Armure. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je dis au Renoir, mais c'est ça qu'on va faire. On va l'endosser, l'African Armure. Voilà. T'as pris le sens propre de pour la... Pour te dire, mon inspiration, elle était autour de moi. Elle fusait comme ça, quoi. Et c'est mortel en tout cas. Et du coup, Popa, là, donc on va un peu parler donc de tes couplets, de tes apparitions musicales. Donc tu fais une apparition donc avec Doudou, dont tu nous as parlé, avec le 113. Donc c'est en 98, c'est Nous raconte pas ta vie, si je dis pas de bêtises. Oh, je sais plus l'année, mais ouais. C'est bien ça. Hein, c'est ta première apparition discographique. Non, pas du tout. Attends, avec Doudou, je raconte. Non, c'est 99 parce que c'est ma mère qui décède. Ah. Ok. Et je sais que mon premier lyric, c'est sur elle. Mes premières phases, mes deux premières lignes, ou pratiquement tout le couplet peut-être, là, sont sur elle. Donc voilà, c'est Doudou. On n'avait jamais rien fait ensemble avant. Et il avait envie de me faire plaisir. Je pense qu'il avait envie de me kiffer. Doudou, c'est quelqu'un, au-delà du fait qu'on soit de la fratrie, c'est quelqu'un qui a reconnu qui j'étais très tôt. Pourtant, c'était un grand, il était costaud, c'était timide sans complexe. Ouais. C'est Doudou, quoi. Il a sa stature et son aura. Mais moi, il m'a toujours regardé le petit mioche tranquille, tu vois. Il m'a toujours laissé faire mon truc tout en ouais, Doudou, t'es là-bas, vas-y, je veux venir, il y a moyen. Ouais, vas-y, viens. Il m'a jamais limité ou freiné. Après, on se ressemble, on a des airs d'Afrique de l'Ouest, tu vois. Donc, il y a des fois où j'ai même utilisé son identité. Il m'en a jamais voulu, tu vois. Vas-y, c'est moi Doudou, laissez-moi passer, là. Tu vois. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui... et là, je pense qu'à ce moment-là, le décès de ma mère, moi, je suis en mode, il y a deux solutions où on nique tout. Et on part dans un game parce qu'il n'y a plus d'autorité sur ma tête. Ou vas-y, je me concentre parce que j'ai touché quelque chose de bon, j'ai créé des choses, ma mère ne pourra pas le voir, et Doudou il m'invite dans un morceau et je fais des rêves. Tu vois, sur son premier album solo, je crois. C'est son premier, je crois, le deuxième. C'est pas Mastamorphose. Ouais. Oui, c'est son premier solo en fait, c'est officiel, voilà, c'est ça. Okay. Exactement, oui, c'est vrai. Ça m'était sorti, mais effectivement. Il y a OGB dessus aussi, je crois, sur le morceau. Non, pas sur ce morceau. C'est un autre morceau, alors. Non, je m'en mêle. Il n'y a pas OGB sur ce morceau, donc il m'invite par rapport... je pense qu'il veut me faire kiffer. Il n'y a que lui qui sait, hein, vraiment. D'accord. Mais pour moi, je crois qu'il veut me faire plaisir. En même temps, il sait que j'ai une bonne écriture. Il veut me pousser avant. Il y a tous les morceaux avec la Mafia qu'un Free. Bien sûr, ça, on va en parler, bien sûr. Moi, il y a un des morceaux qui m'a marqué depuis longtemps. C'est un des morceaux que j'écoutais le plus, dans lequel tu es présent. C'est 9-4 FM. Même si tu fais un petit passage dessus, tu sais, c'est sur l'album d'Intouchable. Exactement, de 99, pour ceux qui savent pas. Qui a eu l'idée un petit peu de ce délire là de trucs militaires là, tu sais, je sais pas si tu te rappelles un peu du morceau, mais non, mais à la manette, on avait beaucoup Manu. On avait beaucoup Manuka à la manette, donc là aujourd'hui je pourrais plus te dire. Après c'était, tu sais, à l'époque les refrains c'était pas forcément nécessaire. Nous on était une nébuleuse, il y avait ce besoin aussi d'arriver à être tous sur les mêmes morceaux.
Ouais, vous êtes beaucoup dessus, ouais. Ouais, je crois qu'on est pratiquement toute l'équipe, hein, je crois. Oui, il y a même Selim, il y a même Rak, je crois, d'ailleurs. Il y a vraiment tout le monde. Mortel. Donc moi, je suis toujours dans mon écriture. J'ai toujours cette timidité qui m'empêche d'aller au bout de mes pensées, d'écrire plutôt le bout de mes pensées. Mais je suis bon à l'oral et moins bon pour distiller à une masse. Faux, parce qu'après, en fait, on parle devant tout le monde. Oui, mais bon, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, mais pareil, dans ce morceau-là, d'ailleurs, je sais qu'à un moment donné, je dis étape 1 à 1 à monter et 2 par 2 y aller. Tu vois, je suis toujours dans une cogite business, moi. Okay. Même dans mon état, j'étais déjà dans OK, on va y aller, 1 à 1, 2 par 2 y aller. Je sais que j'ai beaucoup de terminologie militaire. C'est ainsi que je l'entends. C'est ainsi que je l'entends pour mon plus de sécurité. 1 à 1 y aller, 2 par 2 y aller. Ah tiens, tu vois. Non, franchement, allez l'écouter. 9.4 FM, voilà. Puis moi, j'adore cet album d'Intouchable. Vraiment, c'est une tuerie. Alors, du coup, je continue dans la chronologie, Popa. Là, on arrive, donc tu me parlais de la période 99-2000. Je sais que c'est une période charnière pour vous par rapport à votre vécu. Donc, il y a le décès de LAS. Kerry va même arrêter le rap pendant un moment. Je sais que Rof a dit qu'il y avait un espèce d'avant et d'après. On va dire qu'il y avait une Mafia qu'un Free d'avant 99 et d'après 99. Toi, quel est ton point de vue sur cette période à ta façon ? Voilà, de tes souvenirs. En plus, l'eau a coulé sous les ponts, donc avec ton recul. C'était compliqué pour toutes ces choses en même temps. LAS, c'est un membre du collectif, c'est aussi un ami, c'est aussi un Malien comme moi. Mm-hmm. Donc on est aussi communautaire entre nous. Il est très proche de ma famille, de mes cousins. Donc il y a un lien familial. Il y a l'artiste aussi, il y a le hustler aussi, qui était ce qu'il était, tu vois. Donc on perd une multiple personnalité en même temps. On perd pas un mec, quoi. On perd, il avait une place pour Hidalgi d'une certaine façon, pour nous d'une autre façon, pour Ousni, on avait tous des rapports différents. Je t'ai dit, il y en a qui étaient en classe avec moi, d'autres on est des mêmes origines, d'autres c'est d'autres choses qui nous lient. Et donc c'était assez compliqué parce qu'il y a la rue. Il y a des choses qui se passent. On n'est pas tous de la rue. On n'est pas tous comme ça. On n'est pas tous dans certains domaines. En même temps, il y a la musique. On est dans une ébullition où les choses, elles vont de l'avant. Et là, on prend un coup dur parce que même le crew, il partait, on était dans une bonne phase, quoi. Ce qui a marqué Kerry dans son idée de vouloir changer de voix. Moi, pareil, dans ma dynamique, ça m'a touché aussi parce que on réfléchit d'une autre façon. Tout à fait. Et là, tout d'un coup, une forme de réalité nous rattrape aussi. Tu vois, on vit à 2000 à l'heure, on vivait tous à 2000 à l'heure. Moi, tu sais, en 99, j'étais déjà parti 3 à 4 fois à New York, j'étais déjà parti à Cuba. C'est pas la rap qui m'a fait voyager, qui m'a fait bouger ou truc. Donc, mais là, on s'était arrêté parce que justement, on a découvert comment on pouvait se structurer, comment on pouvait essayer d'y aller tous ensemble. Et là, on a une perte d'équilibre. D'accord. Ok, donc c'est vraiment une période charnière, quoi. Ok, je voulais ton point de vue là-dessus. Du coup, donc on continue dans la chronologie. Alors peut-être, je sais pas si tu te souviens de ce projet-là, c'est sur le morceau Parmi tant d'autres, donc ça je pense que tu t'en souviens, Kerry James. Avec OGB Intouchable. C'est un morceau avec OGB Intouchable qui est sorti en 2002 sur une compile qui s'appelle Millésime. Et j'arrive pas à trouver... j'ai fouiné sur internet, j'arrive pas à trouver qui était à l'initiative de cette compile. Il y avait même Coma dessus, il doit y avoir 4 ou 5 morceaux dessus. C'est pas pour un décès je sais pas. D'un jeune de quartier. C'est possible. Le titre, il me dit quelque chose, mais je me rappelle plus. D'accord, ok. En tout cas, si jamais quelqu'un connaît ce projet-là et se souvient de l'histoire... J'étais avec Carlito, OG. Moi, j'ai noté OGB Intouchable, en tout cas. C'est ce que j'ai noté. Après, peut-être que je me... Voilà. Mais bon, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a la réponse, n'hésitez pas dans les commentaires parce que c'est vrai que je connaissais pas ce petit disque-là, du coup. Alors là, on va passer à la cerise sur le ghetto, Popa Project, parce que du coup, sur ce projet-là, t'es sur 2 morceaux. Donc même si, voilà, les gens le savent, t'es pas sur beaucoup de morceaux, tu fais partie un peu des hommes de l'ombre, on va dire, de la Mafia qu'un Free. Mais moi, comment dire, il y a plein de membres comme ça que j'aime beaucoup, comme Selim, comme Jesse Monet, comme toi, tu vois, qui sont là, qui gravitent un peu, qui sont des nébuleuses, comme tu le disais. Et donc, tu es sur le morceau Story Mafia. Est-ce que tu te rappelles de qui a eu l'idée un peu de construire ce morceau sous forme d'histoire un peu J'ai pas vraiment le truc, mais je partirais toujours de Manu. Okay. Manu, il est souvent dans le coup
d'impulser. Ok. D'impulser des idées. Mokobe aussi. Ok. Mokobe aussi, ils sont pas mal en impulseurs d'idées. Après, il y a les machines de guerre qui se mettent à écrire. Et là, c'est le genre de morceau qui me plaît parce que je suis pas dans l'ego trip, je suis pas dans le truc. Oui, c'est un personnage. Voilà. Là, il faut, c'est du storytelling, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vrai. tu vois, c'est là où j'aurais dû me développer plus, par exemple. Je pense que j'aurais écrit beaucoup plus si j'étais parti dans une voie de storyteller, mais je me rendais pas compte. Mais avec du recul, c'est Nas, mon artiste. Tu sais, les artistes que j'aime beaucoup. C'est ça, c'est vrai. Ça, c'est des mecs qui écrivent. Dans le Wu-Tang, j'étais très Ghostface Killer. Ouais. Mais tu vois, encore une fois, on se connaît pas assez, tu vois. Donc ce morceau, je te dirais Manu ou Moko. Ok. L'idée, elle est partie. Moi, j'ai matché tout de suite. Donc, tout de suite, je suis dans les débuts du morceau. C'est vrai. Parce que le deuxième lyrique, je crois, et dans le Wu-Tang, j'aimais beaucoup Inspecteur Deck. Comment il introduisait les morceaux pour après dérouler. C'est un tueur. C'est un tueur. Donc, l'idée de... c'est une belle histoire. Ok, mortel. Allez, écoutez, un Story Mafia. Et t'apparais aussi sur le morceau Rusé, La Gamberge, qui est un de mes morceaux préférés aussi de cet album. Pareil, c'est la même dynamique. Rusé, Story Mafia, La Gamberge. Dès qu'il faut écrire et qu'il faut... J'ai ce besoin définitivement de partager, mais des choses bonnes. Des choses que je pense. D'accord. Et ça, j'ai appris avec le temps de l'exprimer, mais quand je veux apparaître dans des morceaux où je vais pouvoir donner une information. Tu vois, je vais pouvoir échanger un truc ou donner une cogite. Pareil, on est de cette génération d'artistes, tu vois. C'est le E-Twab, c'est De La Soul. Je vais te faire tout le répertoire US 90. Mais c'est nous, c'est ce qu'on aime, toi. Mais c'est ça, tu vois. Aujourd'hui, les enfants, c'est Kendrick Lamar, c'est J. Cole, donc c'est des artistes que j'écoute. Moi, je suis toujours plus US que français. Ok. Même moins français. De moins en moins. Ok. Mais je peux pas t'en vouloir. Je suis beaucoup qu'un riz. Il y a des bons trucs, hein. Il y a des bons trucs, mais mais il y a quand même des bonnes choses, c'est vrai. Mais c'est compliqué, quoi. C'est vrai. D'écarter, de trouver des bonnes choses, mais il y a des bons artistes. Oui, il y a des bons trucs. Mais après, il y a tellement de trucs maintenant, c'est vrai que c'est compliqué. Ok, je te remercie, Popa. Et du coup, avant de passer à la suite, c'est vrai que c'était une période particulière de la Mafia Qu'un Free, cette période de la cerise sur le ghetto. Bon, encore une fois, moi j'étais petit, mais je me souviens vraiment que vous avez eu une influence incroyable. Vraiment, moi j'ai grandi dans le 9-4, donc sur le 9-4 vous étiez vraiment très présent. Mais je sais que même ailleurs, vous avez vraiment influencé beaucoup de gens. Vous avez eu un énorme succès à ce moment-là. Toi, comment tu l'as ressenti à ta façon, cette période vers 2003-2004, tu sais. On apporte un truc. Tu vois ce que je veux dire? Notre rap, c'est un rap français. La Mafia est le premier groupe de rap à dire ghetto français. C'est vrai. Tu vois, on a amené de la terminologie. J'ai pas dit le bon mot. On a amené de la... Non, mais je sais plus comment on dit, mais on a ramené les mots. Tu vois ce que je veux dire? On a ramené la banlieue sud. La banlieue sud dans le game, on n'est pas spécialement un verlan de fou. On n'invente pas des mots de dingue. Et on s'habille pas particulièrement. On s'habille avec nos codes de banlieusards français, notre ethnicité à nous. Rimka, Tonton du Bled, Mokobe et moi avec Voix du Mali. Tu sais, on amène notre truc à nous avec nos codes. Mais c'est ça. J'allais t'en parler en plus. C'est vrai qu'il y a peu de groupes, en tout cas à cette époque-là, beaucoup de groupes étaient en mode Quinry, on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que vous, Expression Directe aussi, des groupes comme ça, vous étiez vachement à la française, quoi. C'est vrai que... tout le monde, hein. D'ailleurs, franchement, tout le monde était à la française avec ses codes, avec sa culture US. Tu vois, c'est comme ça qu'on a retrouvé Time Bomb. Time Bomb, c'est Paris. C'est normal qu'ils rappent comme les mecs d'Harlem ou Dipset, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Et Oxmo, c'était un storyteller incroyable. Et pas que lui dans la team, tu vois. Sarcelles, ils étaient plus West Coast, mais quand tu prends Ministère Amer, moi, voilà, j'étais complètement bousillé des Ministères Amer. C'est un groupe que j'écoutais à mort, tu vois. Oui. C'est autant Timidé sans complexe, j'ai pas trop écouté NTM, moi, mais tu vois, Ministère Amer, c'était mon crew de ouf, tu vois, parce qu'à un moment donné, ils rappent, ils sont dans le 13, ils font des trucs, tu vois, c'est vrai. Tu dis, ah ouais, moi aussi, putain, à Gare du Nord, j'ai couru, c'était avec 500. Le morceau, j'ai fait un rêve, c'est ça. Donc, j'aime la réalité des choses et il y a plein de crews qui étaient bons, même dans le 9-2, on parle les anciens, des Sages-Peau, même Lunatic, et gros, c'était sérieux, tu vois. Il y avait c'est une génération. On ne peut pas prendre le gâteau pour la Mafia. La Mafia, nous, on était nombreux. Nous, on a kill tout le monde parce que nous, on arrive en unicité dans un grand bordel général. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est notre impact avec des Kerry,
qui ramène un truc, un 113 qui ramène complètement autre chose, et chaque membre ramenait des trucs. C'est vrai. Moi, dedans, j'ai ramené mon truc. Donc, comment on a vécu ce succès, moi, justement, je l'ai super bien vécu parce que j'ai matérialisé un truc. Mes potes, ils T'es rappent. construit, quoi. Ouais, Mes potes, ils rappent, ils sont en train d'envoyer des morceaux. C'est des morceaux que je suis fier, c'est des morceaux que je kiffe, tu vois. Mortel. Et moi, je l'ai visualisé. J'ai fait des t-shirts, j'ai écrit des phrases, j'ai mis des logos. Quand ils arrivaient sur scène, ils arrivaient avec des cuirs. Tu vois ce que je veux dire? Je rappais plus qu'eux, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'eux, ils arrivaient à 16 avec mon flow, tu vois ce que je veux dire? Multiplies, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient le flow du truc et tout. Et à chaque fois, je disais, ah putain, quand j'ai écrit African Armure, Ouais. c'est parce que j'ai vu que AP, il était gaucher et Rimka droitier. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'on était sur scène, on est en train de rapper, et pendant qu'on rappe, tu vois, je vois Ok. AP qui fait Tu vois, face à j'aurais Rimka. pas pensé à ça, Non, mais tu vois. c'est ça la créativité, Mortel. ma créativité, tu vois. Mortel. Je vois les deux, ils se font face à face, mais leurs micros, ils sont décalés. Et après, j'ai dit, mais quand ils vont faire face au public, Ça va se coller. ça va se coller, c'est tu vois. ça. Ok. Donc derrière, on va faire un pull comme ça, là. Que pour gaucher et un pull que pour droitier, Ok. tu vois. Et après, je voyais dans le public, les gens, ils portaient nos t-shirts, plus on allait dans les concerts, plus on se déplaçait dans les villes, plus les gens, paf, t-shirt, ou t'avais du Mafia, ou t'avais du African Armure, ou t'avais ceci, ou t'avais cela. Et pour tous les gens qui aimaient pas le rap ou qui aimaient pas la Mafia, il y a eu cette magique extension qui a fait que l'idée de base, elle a explosé. C'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas Mafia ou African Army ou qui ne voulaient pas se revendiquer, ce qui était rare pour la Mafia, parce qu'on n'a jamais eu de problème dans n'importe quel quartier de France, voire Europe, franchement, Belgique, tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, quand moi, je me souviens, vous étiez apprécié vraiment partout et par tout le monde. Hein. C'est l'authenticité qui fait ça. Musicalement, tu vois. C'est la nature, c'est naturel. Tu vois, nos amis de Marseille, partout. Donc, c'est vrai. Ça a fusé. Et s'il y avait une limite à ça, African Armure, elle a déroulé là-bas, quoi. Moi, j'écoute du rock, mais je suis pro, tu vois. Ah non, et mais... boum, tu vois. Ok. Écoute, c'est une bête d'histoire, en tout cas, Popa. Et tu peux être fier de toi, vraiment, parce que pour penser à tout ça, voilà. Ça non, peut j'y ai paraître... pas pensé. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça peut paraître bête, des fois, de dire les choses comme ça, mais voilà. Quand même, t'as du mérite et c'est important de le dire. Et du coup, donc, on arrive presque à la fin, Popa. Vers 2006-2005, tu me dis si je me trompe, hein, tu vas partir de la Mafia qu'un Free. En fait, tu n'apparaîtras pas sur le deuxième album Jusqu'à la mort, il me semble. Pour quelle raison? Avec tes mots, avec ce que... C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard que ça. J'arrête parce que je me reconnais plus dans ce qu'on fait. Je me reconnais plus dans le crew. Je me reconnais plus dans mes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? On est des hommes, et moi je me reconnais plus dans les valeurs que je suis en train de faire parce que je suis dans une dinguerie là, ce qui se passe là. Ça, les gens ils veulent acheter du AA, du Mafia à toute patate. D'accord. On a toujours notre musique qui circule, on va de l'avant. Mais moi, je suis autodidacte. Je dois apprendre les choses. Je dois évoluer. Tu vois, il faut qu'on fasse grandir les choses parce qu'on est dans le game. C'est du game, c'est du business à la finale. On fait des choses, tu vois, et on les fait tous ensemble. Quand on a pété avec nos premiers projets, on connaissait pas les droits de SACEM. Après, la SACEM, elle est arrivée et c'était bon pour nous tous. C'était important. Sauf que la SACEM, elle est individuelle. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est un non-dit, tu vois. Il y a rien, tu vois. Donc, à un moment donné, moi, je dois grandir. Sauf que j'ai des marques concurrentes qui sont en face de moi. Qui sont tous en train de grandir. Moi, je porte 16 mecs, moi. 16 mecs et mon entourage. Et j'ai 2 marques. Je suis le mec qui a créé dans le hip-hop français 2 marques de vêtements en même temps et qui se permet de porter 16 personnes, 16 officielles personnes, c'est vrai, et qui atteint quand même les mêmes objectifs que les autres, voire les doubler. Tu vois le potentiel de ouf? Et en plus, je le fais sur une jambe. C'est-à-dire, je suis à l'aise, je kiffe, on est dans notre son, on est dans notre peura, on a tous nos problématiques de vie à ce moment-là et nos évolutions. On grandit aussi, tu vois. Et à un moment donné, moi, je me reconnais plus avec mes gars parce que mes gars, ils peuvent me reprocher des choses. D'accord. Vrai, pas vrai, je m'en bats les couilles, on s'en fout, eux aussi, ils s'en battent les couilles. C'est plus ça entre nous. C'est juste qu'ils se... Comme dans tout crew, comme dans toute maison, ou toute famille, ou tout frangin, à un moment donné, les fréquences, elles se maintiennent plus. C'est humain. La communication, elle est moins bonne. Et moi, j'ai besoin d'avancer. J'aurais pu tout à fait avancer au sein de la Mafia qu'un Free. Mais pour moi, ça aurait été de l'hypocrisie. D'accord. J'aurais été dans un truc... T'aurais pas été à l'aise, quoi. Non, j'aurais été à l'aise, mais... Eh gars, on est des gars, t'as vu, on sait ce qu'on fait. Donc, gros, si je serais resté en restant. Donc, j'aurais été très à l'aise. Mais c'est pas...
C'est pas moi, c'est pas mon identité, Ouais, c'est ouais. pas ma philosophie de vie, c'est pas ce qu'on m'a éduqué, tu vois. Quand il y a un truc que j'aime pas, je dis j'aime pas, tu vois. Et là, en l'occurrence, j'aurais pu continuer à travailler, on aurait pu même peut-être, ça seul Dieu le sait, tu vois. Mais moi j'ai dit non, là je suis plus en adéquation avec ce qui se passe. D'accord. Le produit, j'ai envie de aussi évoluer différemment. Ok. Eux, vous avez des nouveaux besoins, vous êtes intéressés par des nouvelles choses. Moi j'apporte ça, vous voulez voir d'autres choses. Il y a les sirènes aussi, tu sais, le crew il est connu. Il y a plein de marques qui viennent et qui veulent porter par les autres. C'est normal. Chacun a ses formes d'intérêt. Tu vois, si demain t'es super coté et qu'avec ton frangin tu gagnes, mais derrière t'as quelqu'un qui arrive et qui te dit hey, je te donne le triple. Ah bah oui, non mais c'est... Tu vois, c'est des choses de vie qui sur le coup peut-être ont été mal vécues à certains moments, mais en vérité c'est la vraie life. Et si je le dis là au micro, c'est parce que ça arrive tous les jours aujourd'hui à d'autres crews. Ah mais bien sûr. Et il faut pas en fait créer une forme d'hypocrisie ou un non-dit. En fait, c'est du game. Depuis tout à l'heure, je le dis, on a des business models et ils sont au state. Eux, tous les jours, ils s'embrouillent. Tous les jours, ils signent. Tous les jours, ils se relancent. Et tous les jours, ils accélèrent, poteau. Et ils ont pas de temps à perdre avec les conneries. C'est ce que je veux dire. Ils se biffent, ils truc, mais ils ont des deals. Tu vois, des deals qui fait qu'à un moment donné, eh ben, tout le monde s'en sort. Et si je pense que mon crew et beaucoup d'autres crews, on avait compris ça plus tôt, bah, peut-être que nous, dans nos débuts, dans les maisons de Scud ou dans les trucs qu'on a fait, on aurait pu cadenasser des deals qui fait que bah, ceux qui rappent moins, bah, ils auraient pu quand même, peut-être pas en vivre, mais avoir développer des choses et des trucs comme ça. Après, c'est notre faute à nous-mêmes, nous d'être concrètement plus... encore dalleux, quoi. Encore être plus créatif, avoir envie d'encore faire plus de choses. D'accord. Donc moi, au moment où j'arrête, bah, je suis plus en adéquation avec tout mon crew. Je suis en adéquation avec certains et pas d'autres. Et j'ai l'impression de naviguer où voilà, je sors du crew, comme ça on reste frangin. Comme ça on se check, on est là en gaulerie. On pourra toujours se poser et se critiquer ou s'attaquer. Enculé, qu'est-ce que t'as fait là, putain de merde. Tu vois, on pourra toujours ce truc ou se check et se big up, ce qui nous arrive assez régulièrement. Pas tous ensemble. Toujours Pas tous ensemble. Pas tous ensemble. Mais ouais, voilà, quand le besoin est, tac, on sait se voir quand il faut, tu vois, ou quand on peut. Donc voilà, j'avais besoin de ça pour pouvoir aujourd'hui, t'as vu, 10 piges après, bah voilà, si demain j'ai envie de manger avec un de mes gars, bah je vais manger avec un de mes gars. Parce que j'ai su arrêter avant qu'on rentre dans des trucs où on aurait pu pas se comprendre et là tout le monde va pousser le bouchon. Je vois le truc. Ce que je veux dire, c'est les bras de fer, tu vois. Non, mais... Pas besoin de savoir qui peut gagner tranquille. Et aujourd'hui, avec l'âge, on est bien content. Et en même temps, j'avais aussi mon projet African Armure. Ok, tu continuais la marque. Clairement, quoi. ouais, tu vois. D'accord. Et au niveau business, je me retrouvais plus aussi dans ce que je développais. Parce qu'on commençait à être une machine à sous. Ah oui, ok. C'était plus l'artisanat du début, il y avait toutes plus les idées que je te raconte, Là, je suis dans un moment où il y a trop de demandes. Et gros, j'arrive à New York avec le cuir African Armure. Les carrières et les Renois, ils sont chauds. Ah ouais. Et tu vois, moi, mon cerveau, il fait... Tu m'étonnes. Et attends, il y a trop de game à faire, tu vois. Donc je suis arrivé à un moment où il faut que je me concentre sur mon projet, sur mon album, sur ma musique. Tu vois ce que je veux dire. Et Mafia, c'est notre truc, tu vois. Donc j'en suis sorti. J'ai fait en sorte que tout le monde puisse utiliser le logo. Parce qu'il y a des termes juridiques aussi. Tout à fait. Donc on a exploité. Après voilà, ceux qui pensaient être capables d'eux, je les ai laissés se débrouiller. Et moi je me suis concentré sur mon album à moi, tu vois. Et c'est pas facile de sortir un album parce que au moment où j'arrête, je suis dans le luxe. On vend de ouf. Il y a toutes les boutiques, etc. Et moi je décide de redevenir indé pour reprendre la maîtrise de mon artistique, tu vois. Pareil, on l'explique mal, on l'a jamais expliqué, t'es le premier, t'as vu, ceux qui écoutaient là, c'est une exclue de fou. On t'écoute. Tu vois. Donc moi, j'ai besoin de redevenir indé. Les autres, je les laisse faire comme ils pensent être bons. D'accord. Et aujourd'hui, c'est Teddy qui a récupéré le game, Teddy Corona. Ok, de Ideal J, du coup. Ideal J. C'est lui qui gère African Armure. Non, Mafia qu'un free. Mafia qu'un free, la marque Mafia qu'un free. Après, il y a eu plusieurs passes, mais la dernière passe, celle qui me paraît la plus bonne, c'est celle de Teddy Corona aujourd'hui. D'accord. Qui travaille sur des collections, qui s'organise, qui prend son temps. Et moi, en parallèle, depuis toutes ces années, j'ai coupé mes contrats de licence de fabrication et de distribution. D'accord. Pour redevenir plus petit et surtout me concentrer sur ce que j'ai envie. Et après, c'est plus difficile quand on redevient indé. Oui, tu vois. Ça c'est sûr, ça c'est clair. Et du coup, cet album dont tu parles,
il est jamais sorti. C'est une métaphore. Je veux dire, African Armure est mon album. Ah d'accord, excuse-moi, d'accord. African Armure est mon... Désolé, je comprends. Ouais, pas de souci. Ouais, c'est moi des fois. Non, excuse-moi, c'est moi. J'écris tout le temps, t'as vu, gros. Bah merci Popa, en tout cas, c'est nickel. Et donc j'avais une question, parce que d'habitude dans l'émission The Doghouse, à la fin de l'interview, je pose toujours la même question à l'invité, c'est-à-dire s'il a quelques albums, quelques morceaux comme ça qui l'ont vraiment marqué, mais spécialement pour toi, je l'ai un peu modifié. Quel serait, alors, soit l'album ou alors quelques morceaux comme ça, comme tu veux, de la Mafia Qu'un Free, mais tout confondu, c'est-à-dire les groupes, les solos. S'il y a un disque vraiment de la Mafia Qu'un Free ou d'un des groupes de la Mafia Qu'un Free ou d'un des membres solo, parce que c'est très grand, qui vraiment t'a marqué, l'un de tes préférés, quoi, que tu te lasses pas d'écouter vraiment. Moi, ta question elle est dure parce parce que j'ai aimé pratiquement tous les albums jusqu'à que je décroche. Ok. Tu vois, plus ou moins. Après, éclectiquement, j'ai écouté, j'aime beaucoup d'artistes. À l'époque, j'aimais bien La Rumeur. Okay. Tu vois, il y a des groupes qui, pour moi, étaient des mecs qui détonnaient, tu vois. Donc, j'ai toujours aimé, j'ai jamais été fermé. Et bien tu vois, sûr. African Armure, en même temps où je travaillais avec la Mafia Qu'un Free, je travaillais avec Ali des Lunatiques. Okay. Je travaillais avec Oxmo. Je travaillais avec Kafir de la Brigade, c'est un mec d'Ivry, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est plus une question de crew, on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? On a des codes entre nous et African Armure, c'est une marque qui, dès le départ, a toujours été portée par plein d'artistes. C'est ça. À partir du moment que ces artistes portent les vêtements, c'est que moi, j'aime leur créativité. Bien sûr. C'est complètement lié, jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Je précise. Donc, pour la Mafia, le plus important, pour moi, c'est Idéal J. Ok. Tu vois, je pense, lyricalement, textuellement parlant, et même quand c'est mes valeurs. Et même avant Idéal J, les morceaux de Kerry, Orly City Bronx, Kerry, c'est à l'époque l'artiste qui fait que quand je rentre sur un ring, quand je vais sur un terrain de foot, le mec, je l'écoute demain, je fracasse tout, tu vois. C'est beau. Il donnait une niaque... Il donnait une vraie niaque pour avancer, pour aller de l'avant positivement, en étant tous des bonhommes, tu vois. Donc je te dirais ça. Okay. Après, t'as les têtes brûlées du 113. Bon, après, tu vois, non, mais c'est juste comme ça. Les points sur les i d'Intouchable. Bien sûr. Ouais. Le Carlito. Carlito, je te dirais, Carlito, ce qui me rend dingue, c'est ses couplets. Donc, c'est pas forcément l'album de Carlito en soi. Mais Carlito, je connais très peu de couplets qu'il a fait mauvais, tu vois. Au sein de la Mafia, c'était peut-être le plus puissant d'entre nous, tu vois. Tu vois. Soyez pas fâchés si les autres ils entendent. Non, mais c'est vrai que ça revient beaucoup. Mais même les autres le disent. Dans le documentaire qui est sorti donc en 2004, quasiment tout le monde le dit. Carlito, c'était artistiquement, écriture, peut-être le plus fort d'entre nous. Quand il rentrait dans il y a les morceaux de la Mafia Qu'un Free, quand Carlito il arrive, c'est une dinguerie. Ses métaphores, sa façon d'imager les trucs, c'était complètement ouf. Ça. Donc voilà, tu vois. Je crois que Mokobe le comparait, disait que c'était un poète vraiment qui pouvait parler de n'importe quoi, et le rendre le truc, sublimer le truc. En image, il suffit jusqu'à aujourd'hui. Peut-être les beats, je sais pas si ça vient bien vieilli ou pas, mais t'écoutes lyricalement parlant, Carlito c'était complètement fou, tu vois. Ah oui. Voilà, Intouchable, c'était encore une autre graine. OG, il avait sa particularité. Bon. Non, j'ai aimé tous les artistes Mafia, pareil, Appelle-moi Rof, son premier single, c'est, tu vois, incroyable. Les rimes en hoche, tu vois, Show Business 1, Show Business 2, tu vois, toute l'équipe. Non, il y avait mais on va dire que Kerry reste le leader, pour moi, incontesté de mon époque Mafia Qu'un Free. Ok. Malgré tout, c'est quand même celui qui donnait les rythmes, le numéro 10. Ok, écoute, grosse dédicace à Kerry. Du coup, on arrive à la fin de cette interview. Popa, je te remercie beaucoup vraiment d'être venu. C'était un plaisir d'échanger avec toi, hein. Comme je t'ai dit. Tu m'as fait plonger là. Ça va, je m'en sors bien. J'ai encore de la mémoire. Bah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est bien. C'est un sans faute, c'est nickel. Ok, écoute, Popa, vraiment, je te remercie 1000 fois. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin avant qu'on se quitte, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais dire sur ton actualité, je sais pas. Je t'en prie, c'est le moment, si jamais. Toujours important, l'actualité, merci de me le demander. On travaille toujours
African Armure travaille toujours. Donc la en marque niche. existe toujours, hein, Toujours. pour les gens qui se demandent. Ouais, Voilà. toujours. Même quand je vais arrêter, on m'en demande. C'est quelque chose qui continue. On est en train de préparer nos collectors, toutes les pièces, toutes les 10 ans. On va fêter les 10 premières années de la marque avec tous nos collectors. Donc on travaille. Maintenant, je travaille minutieusement. Je travaille surtout sur le net. Après, j'ai des points de vente. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on continue. Allez voir notre site, chaque t-shirt à acheter, chaque produit à acheter et de l'argent donné à African Armure pour qu'African Armure continue d'avancer. Bah, mortel. On mettra le site dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller frérot, voir. Très important, on le mettra ce que tu dedans. viens de dire, tu vois. Bah oui. Donc on travaille, beaucoup de connexions, j'ai beaucoup de choses à faire et parce que la marque elle me permet de faire plein de choses. Bien sûr. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'on bosse et je bosse sérieusement et il y a des trucs bien qui vont arriver. Donc guettez ou sinon supportez, peu importe d'où vous êtes, peu importe le tout, parce qu'il y a des vrais. J'ai une vraie idée derrière la tête. À côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle Pay the Builder. Ah, je savais pas. Et ouais, j'ai commencé cette aventure après le confinement. Ok. Toujours mortel. dans mon côté où j'ai aujourd'hui envie de m'exprimer. Ok, bon, on le mettra aussi alors dans la description, ouais. Comme ça vous pourrez aller fouiner. Cool, c'est important. gentil. Bah, non, mais c'est- je fais parler les autres. Je suis à ta place Ok. et je fais raconter mes gars leur storytelling, quoi, leur parcours. Pas forcément en musique, Mortel. mais tous les mecs qui font des trucs que j'aime bien dans n'importe quel domaine. Ça peut être de la boulangerie, de la pâtisserie. Et bah, c'est mortel. Mais ils font Bah, des trucs, écoute, ils ont commencé d'une façon et je raconte ça. Voilà. Ok, bah c'est super bon à savoir. Bah j'irai fouiner, tu vois, je savais pas. Ouais. On apprend Ah, plein de attends, trucs. je t'en prie, travaille Papa. aussi de manière nationale Ok. avec des organismes importants Ok. en tant que je vais dans les quartiers. D'accord. Je vais dans les quartiers, j'essaie en tant qu'entrepreneur, je détecte les entrepreneurs à travers des associations ou les mecs directs dans la street qui font des trucs, qui ont de l'ingéniosité, mais qui manquent, comme nous à notre époque, de savoir-faire C'est ça. ou qui manquent D'expérience d'expérience et de réseau. Donc aujourd'hui, je travaille avec la Tax Force, qui est Ok. une filière qui a été créée par la BPI France, qui est D'accord. c'est une des plus grosses banques d'investissement pour aide aux entrepreneurs. Ok. Tu vois. Ok. Donc il y a aussi des choses intéressantes, donc je lâche pas l'affaire, Ouais, tu c'est vois. mortel. T'es L'état partout, d'esprit quoi, African c'est- Armure, c'est toujours la même chose. C'est ça. Je défends mes valeurs, tu vois. Bah, je franchement- défends ma transmission. Et aujourd'hui, je sillonne la France à aller dans les quartiers. On reconnaît le mafia, on reconnaît le AA. Et grâce à ça, je vais voir des gens de ma génération ou plus jeunes. C'est ça. Et voilà. Tu les on aides essaie- à avancer. Et on a besoin de gens Déjà, comme je toi. les hein. écoute. On a besoin et de gens en comme toi. fonction de ce qui se fait, en tout cas, j'essaye d'apporter un plus grâce à l'organisme qui est derrière. Bien Moi, sûr. je fais que faire les plugins, t'as vu, je mets les gens en relation. Non, mais c'est Voilà. déjà quelque chose. Bah, Non, écoute, mais t'as vu, comme ça, on est clair et c'est un bon français C'est ça. pour les gens. T'as vu, ils comprennent bien ce qui se passe, t'as Y a vu. que ça de Ils vrai. ont pas compris un truc chelou. t'as vu. Important. Exactement. Non, c'est cool de voir que t'es tout le temps à droite, à gauche, que t'es toujours aussi occupé. C'est un plaisir, Popa, et je te remercie. Et puis, à très bientôt, À frère. très Merci bientôt. beaucoup. Courage à vous, courage à la Shadow. Voilà, c'est... Et, Y a que ça de vrai. et je vous souhaite beaucoup de visibilité et d'écoute. Ça viendra, ça fait boule de neige. Et puis, après, on est une niche, nous, hein, c'est comme ça. C'est important. Mais si cette niche elle permet d'acheter des micros et tout ça, je le dis, consommer. C'est comme ça que Exactement. chacun d'entre nous avance. C'est Aïe, ça. Y a que ça de 9-4. vrai. Merci, Popa. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Dog House. Yeah!